Bonjour, c'est Bienvenue Sene Mongaba de l'Espel Mabiki, en partenariat avec Michael Missi de l'ITEA Yalingala et avec l'appui de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du projet de la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité. Nous continuons notre série de vidéos sur l'Afrique pour vous permettre de beaucoup apprendre sur ces continents et sur ces peuples. Donc, dans le premier épisode, nous avons parlé de 3 grands espaces géographiques qui composent le Kama, c'est-à-dire l'Afrique. Il y avait le Sahara, la forêt tropicale et la vallée du Grand Rift. Et dans cet épisode, nous allons vous décrire les rôles importants que, dès les débuts, les fleuves ont joué dans l'histoire africaine, dans la création, dans l'édification des grands États historiques, comme on les verra plus tard. Donc, nous reviendrons dans l'épisode 3 pour parler de la périodisation de l'histoire africaine. Mais dans cet épisode, parlons un peu des fleuves. Mais avant d'aller, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a environ 6000 ans, on voit apparaître des grands États organisés en Afrique. Et l'Afrique est alors un vaste territoire complètement habité par des peuples à la peau noire. Et ces États se développent essentiellement dans les bassins des grands fleuves d'Afrique. Nous pouvons citer ces grands fleuves. Il y a le Nil, il y a le Congo, le Niger, les Gareb ou Senkou et le Zambèze. Bon, ce sont ces fleuves les plus longs. Mais il y a 5 autres qui viennent, 5 autres fleuves. Par exemple, il y a le fleuve Sénégal, il y a le fleuve Limpopo, Okavango, Volta, Ogoué et le fleuve Gambie, qui sont aussi moins longs, mais tout aussi importants dans l'édification des États anciens en Afrique. Ben, on va commencer par le plus grand, le plus long de tous, le Nil. Le fleuve Nil est le plus long fleuve du monde, avec environ 6670 km. Il traverse tout le nord de la vallée du Grand Rift, ça veut dire le nord de tout l'est de l'Afrique de l'Est. Donc le bassin du Nil et ses affluents irriguent plusieurs pays. Donc on peut citer le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, les 2 Soudans, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie et l'Égypte. En superficie, le bassin du Nil, c'est plus de 3 millions de kilomètres carrés, plus de 4 millions de kilomètres carrés. Donc, en comparaison, nous pouvons dire que c'est un peu comme une étendue d'Europe où vous allez de la Grande-Bretagne jusqu'à la porte de la Pologne. Tout ça, c'est le bassin du Nil. Donc, c'est dans la vallée du Nil que vont naître des grands États qui vont influencer les civilisations d'un peu partout dans le monde. Donc, si on peut dire, comme j'ai dit, ça a commencé il y a plus de 6000 ans. Hein? Donc, il y a les grands États, il y en a beaucoup d'autres petits États, mais ceux qui ont retenu l'histoire, c'est le Kemet, qui est connu plus sous le nom de l'Égypte pharaonique. Il y a la Nubie. La Nubie, il y avait 2 États, on peut passer avec les Kouches, ensuite les Méroé. La Nubie, c'est au sud du Kemet, comme vous allez voir dans les cartes. Et il y a l'État d'Aksum. Aksum, c'est dans l'actuelle Éthiopie. Donc ces 3 grands États vont vraiment marquer l'histoire, non seulement de l'Afrique, mais aussi du monde, aussi au niveau de la civilisation, de la culture, de beaucoup d'autres choses. Donc, le fleuve Nil et les viviers, ça veut dire que c'est là où, c'est la source même de la vie des gens qui vivent dans le bassin du Nil. C'est la voie de communication qui permet de mettre en contact tout le peuple de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. Et avec la progression du désert, comme nous avons vu, les Sahara, d'abord, ce n'était pas un désert, ensuite, c'est devenu des déserts. Et avec l'évolution du désert, le fleuve est devenu de plus en plus comme
une manifestation du Créateur, comme un don que le Créateur a donné au peuple. Il a eu donc, depuis plus de 6000 ans, un rôle économique, un rôle culturel, un rôle spirituel, un rôle militaire de première importance. Donc, maintenant, si on revient, on l'appelle aujourd'hui le fleuve Nil parce que les Grecs l'ont appelé comme ça, mais à l'époque, quand c'était habité par des Africains, des Noirs qui habitaient, à l'époque, on l'appelait Iteru ou Hapi. Euh, on voit la relation avec l'esprit parce que ces noms, dans la cosmogonie africaine, les Nils est appelé Iteru qui représente l'esprit créateur. Voilà, c'est ça vraiment le truc. Donc, il sera appelé plus tard le Nil par les Grecs pour dire le fleuve de la vallée. Mais il faudrait retenir cette idée que Iteru, c'est l'esprit créateur. On verra aussi les rôles des fleuves en Afrique. Le deuxième fleuve, c'est le Congo. Le fleuve Congo est long de 4700 km. Congo veut dire la terre des dompteurs des léopards, ça veut dire des gens qui ont la maîtrise de l'art du léopard. Nous reviendrons dans un prochain épisode vraiment pour parler de la symbolique du léopard en Afrique. Ce sera tout un épisode. Voilà. Donc le fleuve Congo traverse toute la République démocratique du Congo, qui est un vaste territoire. Hein. Donc quand on parle de la République démocratique du Congo, donc il faut s'imaginer que, par exemple, ici en Europe, c'est comme si vous partiez du Portugal. Il y a le Portugal, l'Espagne, la France, l'Allemagne, les Benelux, l'ancienne Yougoslavie, jusqu'à la porte de la Pologne. Tout ça, vous êtes encore en République démocratique du Congo. Donc le fleuve Congo traverse la République démocratique du Congo. Comment on peut dire? Le fleuve Congo prend la source en République démocratique dans la province de Lualaba, qui est au sud-est de la République démocratique du Congo. Il remonte vers le nord-est, toujours dans la République démocratique du Congo. Ensuite, il bifurque vers le nord-ouest avant de piquer vers le sud. Et là, quand il pique vers le sud, il partage la frontière avec la République du Congo, donc le Congo-Brazza. Avant, il va descendre le long jusqu'à se jeter dans l'océan Atlantique. Donc, c'est tout un détour, comme vous le voyez vous pouvez le voir sur la carte. Donc, l'Afrique centrale comprend cette grande région irriguée par le fleuve Congo et ses affluents. C'est ce qu'on appelle le bassin du Congo. Donc, cet énorme bassin du Congo, ça veut dire que j'ai déjà parlé que la République démocratique du Congo était énorme, mais si vous prenez le bassin du Congo, donc c'est un vaste territoire dans qui approche 5 millions de kilomètres carrés. Vous avez la Zambie, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale. Tous ces pays-là sont dans le bassin du Congo. Donc il faut noter que, à part le fleuve Congo lui-même, vous avez deux grands affluents qui sont aussi longs, de plus de 2000 km, qui pourraient être appelés de fleuves s'ils se jetaient dans l'océan. D'ailleurs, dans les langues congolaises, il n'y a pas la différence, on l'appelle Ebale. Par exemple, en Lingala, Ebale à Ubangi, Ebale à Kassai, Ebale à Congo. Parce que ce sont donc les fleuves Kassai, comme on peut dire les fleuves Ubangi, qui jettent sur le fleuve Congo. Voilà, donc ça c'est le bassin du Congo. Et au niveau historique, dans le bassin du Congo, plusieurs États se sont développés. Les fouilles archéologiques montrent une grande industrie intense, une grande activité industrielle intense de l'âge de la pierre et pendant l'âge du fer. Donc il y a vraiment beaucoup de vestiges montrent que il y avait une grande activité au niveau du bassin du Congo. Il y avait beaucoup de peuples qui ont développé pas mal de techniques. Donc, dans la période relativement récente, entre le 1er siècle de notre ère et le 15e siècle, plusieurs États fortement organisés ont pu voir le jour dans le bassin du Congo. Par exemple, nous pouvons citer l'Empire du Congo, qu'on appelle généralement le Royaume Congo. Il y a l'Empire Lunda, le Luba, Kuba, les Mongo, les Azande, les Mangboitou,
les Bateke, les États de la savane, et vous pouvez aller vers le Cameroun, vous avez des Bamileke, des Bamoun, vous avez pas mal d'États qui se sont formés dans le bassin du Congo. Et le fleuve Congo et ses affluents pendant plus de 6 000 ans, si je peux le dire. Quand je parle de 6 000 ans, je parle toujours de l'histoire de l'Afrique qui, aujourd'hui, l'Afrique, on compte à peu près 6 256 ans que l'histoire de l'Afrique écrite a commencé, comme on le verra. Donc, il y a plus de 6 000 ans que le fleuve Congo et ses affluents ont été des voies de communication majeures qui permettaient une grande activité économique, culturelle, sociale et qui mettait en relation la plupart des États, des peuples qui étaient dans l'Afrique centrale, mais non seulement en Afrique centrale, même les États de la vallée du Nil, ou comme on les verra aussi les États de l'Afrique australe ou de l'Afrique de l'Ouest. Donc le bassin du Congo servait à relier le peuple. Donc, on peut dire que le bassin du Congo a été occupé depuis des temps les plus reculés. Les fouilles archéologiques, comme je disais, montrent une activité intense de plus de 26 000 ans. Hein, les communautés des Batwa semblent y habiter depuis cette époque-là, depuis plus de 26 000 ans, les Batwa y étaient déjà. Avant d'être rejoints par plusieurs autres peuples il y a plus de 10 000 ans et ça a continué. Les gens continuent à venir. Au fait, le bassin du Congo a toujours été comme les cœurs. Quand je parle du cœur, du point de vue vraiment anatomique, c'est comme une pompe où le sang vient et ressort et repart. Donc, c'est un peu le cœur de l'Afrique, du point de vue mouvement des populations. Donc, il attire ceux du sud, ceux de l'est, ceux de l'ouest, ceux du nord, avant d'envoyer d'autres dans la même direction, au nord, au sud, à l'est. Donc, au niveau du bassin du Congo. Donc, comme je disais que dans le 15 premier siècle de notre ère, donc on note une importante immigration croisée au sein du bassin du Congo, ainsi qu'avec le bassin du Nil, du Zambèze, du Garib, du Niger ou du Sénégal, comme on le verra avec les autres fleuves par la suite. Donc, les autres peuples vont se fixer peu à peu dans les derniers 500 ans, mais depuis, ça a commencé et ça a continué les peuples vont se fixer. On le verra dans les détails dans les prochains épisodes. Donc, il faut noter que même à l'heure actuelle, des mouvements de migration de grande envergure ont lieu à partir du bassin du Congo. Voilà, ça c'était le Congo. L'autre fleuve important en Afrique, c'est le fleuve Niger. Donc le fleuve Niger est long d'environ 4184 km. Donc le terme Niger peut être confondu avec le terme latin pour indiquer la couleur noire. Hein, mais non, il n'en est pas question. En fait, le terme Niger signifie les fleuves des fleuves. Et c'est en langue touareg. Je ne sais pas si j'avais bien prononcé. Il dit Ngern Ngerem. Ah, donc c'est les noms du fleuve. C'est comme nous on appelle Niger, en principe on a Ningern. Donc c'est ça. Ça traverse 5 pays. On a la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Bénin et le Nigeria. Donc le bassin du Niger irrigue une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc à part ces pays-là, donc plusieurs. Maintenant, au niveau historique, il faut savoir que ce fleuve-là est important parce que plusieurs États se sont développés dans le bassin du fleuve Niger. Les fouilles archéologiques montrent une activité industrielle intense aussi, de l'activité dès l'âge de la pierre à l'âge du fer, comme aussi bien comme on a vu avec le fleuve Congo, avec le fleuve Nil, il y a une grande activité au niveau industriel, au niveau du fleuve Niger. Donc, les témoignages écrits situent au début de notre ère, 3e siècle de notre ère, l'émergence des grands États maintenant bien organisés sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan militaire. Donc, nous avons des États comme le Ghana, le Mali, le Songhai, le Mossi et bien d'autres. Hein. Donc, ça veut dire que ce sont des États qui existaient, mais chacun selon sa période, prenait de l'hégémonie et puis faisait les déclins, l'autre remontait, ainsi de suite. Donc il y avait le Ghana, ensuite le Mali, ensuite le Songhai, les Mossi et les autres. Donc tout en coexistant, comme je disais, au même moment, chacun prenait son hégémonie à son temps. Donc ça sont les grands États
de l'Afrique de l'Ouest, si on peut dire, ça veut dire du bassin du Niger. Je répète encore, plus de 6000 ans, ces fleuves a été la principale voie de communication euh, entre le peuple de l'Afrique de l'Ouest où s'est développée une grande activité économique, culturelle, sociale dans la région. Donc, on verra par la suite ça comme des États, on aura des États, comme on appelle les États de Bénin ou du Nigeria, des Yoruba et les autres qui viendront beaucoup plus tard. Mais tout ça, c'est vraiment une grande activité. Bon, il y a le fleuve Niger qui est le plus grand. Mais il faut noter qu'il y a aussi le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Volta, qui se trouve toujours dans le bassin qu'on peut qualifier le bassin du Niger et d'autres États qui ont été développés. Et il faut noter aussi qu'il y a les routes à travers le Sahara, le désert, qui permettaient d'atteindre euh, la- le Grand Rift, ça veut dire le Kemet, les pays de l'Afrique de l'Ouest, les Kemet, la Nubie et l'Aksum. Et plus tard, on verra que ce sont les caravanes, ces voies-là qui vont permettre encore aux gens de l'Afrique de l'Ouest d'atteindre même l'Arabie, la Perse, bien loin en Asie. Donc, il y avait des contacts aussi avec le bassin du Congo, qui se faisait à travers les affluents de ces deux fleuves. Et il y avait aussi des routes de la terre qui permettaient de relier dans la forêt et les savanes les deux espaces économiques. Voilà, ça, c'était le fleuve Niger. Le quatrième fleuve, c'est le fleuve Zambèze. Le Zambèze est long de 2574 km. Ça va de la Zambie jusqu'à l'océan Indien. Donc ça commence en Zambie, ça va en Angola et ça retombe encore en Zambie. Et puis, le fleuve Zambèze va partager la frontière entre la Zambie et la Namibie, les Botswana et les Zimbabwe encore. Et il va traverser les Mozambique pour aller se jeter. Ah, il va traverser les Zimbabwe et les Mozambique pour aller se jeter dans l'océan Indien. C'est important, et vous le verrez plus tard, que plusieurs États vont se développer dans le bassin des Zambèze. Bon, il y a le Zambèze, il y a plus. Le bassin du Zambèze relie actuellement une partie de la République démocratique du Congo, une partie de la Tanzanie, le Malawi, en plus des États que nous avons cités avant, comme la Zambie, l'Angola et les autres. Donc, les noms, bon, ça c'est intéressant. Je vous avais parlé de Iteru pour le fleuve Nil qui signifiait l'esprit créateur, et le Niger qui signifiait le fleuve de fleuve, les Congo qui signifiait le fleuve du léopard. Mais les Congo, c'est intéressant ce que je vais dire maintenant. Le nom Zambezi signifie esprit créateur. Donc, chez le peuple riverain, le fleuve est appelé en référence donc au nom du créateur. Cela montre quelque chose d'important dans la cosmogonie. Ça veut dire que le fleuve représente les créateurs. Ce n'est pas les créateurs. On ne dit pas que le fleuve, c'est les créateurs. Mais il représente les créateurs. Cela montre combien les peuples qui habitent dans le bassin du Zambèze donnent l'importance. Le nom Zambèze signifie dans plusieurs langues. En lingala, on dira Nzambe, en Mbundu Nzambi, en Kikongo Nzambi, en Lozi Nyami, en Kichini Njami, Nyambe. Tout ça, ces termes-là, Zambèze, au fait, ça vient, c'est ce qui donne aussi le nom Zambie, au pays Zambie, ce qui veut dire Nzambe ou Mozambique. Bon, là, on a changé un peu, mais c'est toujours les mêmes termes. Donc, comme je disais, on voit l'importance du créateur à travers le fleuve. Et j'insiste sur le fait que les peuples ne considèrent pas les fleuves comme les créateurs. J'évite les mots Dieu parce que ça donne d'autres confusions. Les créateurs, mais au cours de l'histoire, le bassin de Zambèze va être quelque chose d'important, comme on va le voir, un foyer générateur de civilisations ancrées dans la maîtrise des cuivres, de l'or, des mathématiques, de l'architecture et d'autres sciences et techniques. Et on va voir des grandes constructions dans le bassin des Zambèze. Donc, plusieurs États bien structurés vont voir le jour
Nous pouvons citer par exemple le royaume des Zimbabwe, l'empire des Zimbabwe, il y a le grand Zimbabwe, ensuite il y a les Monomotapa qui va apparaître, il y a les Lozi, les Lunda, euh, et tous ces grands États organisés, comme on les verra dans d'autres épisodes, donnent, par exemple, le peuple Shona, qui a fait des constructions énormes là. Les grands Zimbabwe, on les verra, c'est un grand tour énorme, comme un bâtiment, comme un building actuel, quoi. C'est une ville. Donc, les fouilles archéologiques montrent une activité industrielle de plus de 6000 ans encore. Je reviens tout le temps sur cette histoire de 6000 ans pour que vous vous rendiez compte que, au fait, dans l'histoire africaine, aujourd'hui, on est dans la 6256e année. Donc, maintenant, on revient à la symbolique du nom. Comme je disais, on voit que dans le passé, les sociétés se développent plutôt le long du fleuve. Hein, et laissant ainsi, il y a toute une forêt qui se développe. Donc, même s'ils vivent le long du fleuve, mais ils ne sont pas toujours vraiment tout près, il y a la forêt qui occupe cet espace. Bon, il y a quelque chose avant de terminer avec le fleuve Zambèze de très spectaculaire. C'est la chute, les chutes, si on peut dire au pluriel, qu'on appelle Mosiwatunya. Mosiwatunya, on l'appelle aussi Victoria Falls. Mais les autochtones l'appellent Mosiwatunya. Mosiwatunya signifie la fumée des tonnerres. Pourquoi? Parce que les Balozi, c'est le peuple qui habite les territoires où se trouve Mosiwatunya, c'est les Balozi. Ils appellent ça comme ça, par son impressionnante hauteur et largeur, ainsi que la puissance de l'eau qui se déverse. Donc, Mosiwatunya est le plus large, est plus de 1 kilomètre est large de plus d'1 kilomètre. Plusieurs gorges sont là, c'est très dangereux, très impressionnant. Il y a des chutes d'eau qui atteignent 100 mètres de hauteur. Donc, je crois que, non, pas je crois, c'est les grandes chutes au monde, hein, les Mosiwatunya. Voilà. Donc, je disais que le fleuve Zambèze et ses affluents ont été, comme je disais, plus de 6000 ans, le foyer vraiment de communication. Voilà. Maintenant, il y a le dernier, je peux dire les derniers, les cinquièmes. Il est le fleuve, c'est le fleuve Garip en Afrique du Sud. Le fleuve Garip, il est appelé Garip en Afrique du Sud et Senkou à Lesotho. Et dans le passé, pendant l'occupation, on l'appelait aussi, même maintenant, il y a certains bouquins où on l'appelle aussi le fleuve Orange. Donc, le fleuve Garip est long de 2160 km. Il est le cinquième fleuve le plus long d'Afrique. Hein, et sa source se situe dans la montagne des Matuti au Lesotho. Et puis, il traverse l'Afrique du Sud. Il va partager la frontière de l'Afrique du Sud avec la Namibie avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Et il traverse aussi quand même les déserts de la Namibie et de Kalahari. Ouais, le désert de Kalahari n'est pas aussi grand que le Sahara. Ce qui fait que, mais comme c'est le désert, donc ce qui fait que pendant des périodes chaudes, il y a de fortes évaporations des Garipes là-dedans. Mais malgré ça, les Garipes aussi est très important, comme on le verra dans d'autres, plusieurs, ensemble avec des fleuves comme Limpopo, Okavango, ont joué un grand rôle dans des États organisés de l'Afrique du Sud. On peut citer par exemple Mapungubwe, on les verra, hein, les États de Mapungubwe et plein d'autres États qui vont se développer par la suite en Afrique australe, se développent tout autour de ces vallées du bassin de Garip. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir des fleuves d'Afrique? Parce que vous allez vous dire, mais pourquoi il parle des fleuves d'Afrique? Si on veut comprendre l'histoire africaine, il faut bien se situer les rôles que le peuple, nos ancêtres, donnaient à ces fleuves et à tous les autres cours d'eau. Donc, comme nous le voyons chez les ancêtres des Africains, le fleuve représente la manifestation
donc la manifestation la plus puissante du Créateur. Les fleuves sont depuis toujours les principales voies. Au niveau, au niveau spirituel, comme j'ai dit, ça représente la manifestation du Créateur. Au niveau économique, au niveau culturel, c'est le voie de communication entre les différentes sociétés africaines. C'est pour cela, vous verrez que depuis des temps anciens, l'Afrique, comme elle est là, les peuples d'Afrique ont toujours été en contact entre eux. Aussi bien à l'est, c'est du bassin du Nil, à l'ouest, c'est du Niger, au centre, c'est du bassin du Congo, au sud-est, c'est du bassin du Zambèze, et au sud-ouest, c'est du Caribe, ont toujours été en contact entre eux, et les fouilles archéologiques le montrent. Ben voilà. Et nous venons de balayer un peu le fleuve d'Afrique. Comme ça, dès que on vous parlerez de l'histoire africaine, vous situerez ça, cette histoire se passe dans quel bassin. Donc, on a fini là. Bakia Mzuri, Bikalambote, Chalabimpe, Botika la Malamu. Donc, au revoir. C'était Afrique pour les nuls. Bienvenue, Séné Mongaba, en partenariat avec Michael Missi. Moi, je parle. Michael Missi filme, il fait tout ça. Voilà. On se voit prochainement. Au revoir.